Hey, salut. Salut qui? Bah la communauté de G, bien sûr. Oui, vous l'avez entendu, il est là, c'est Den. Salut Den. Salut Volvi. Comme d'habitude, nous sommes deux, il est tard, il est la nuit. Nous sommes lundi matin, lundi 7 mai, 1h10 du matin. Et nous enregistrons pour vous ce petit podcast. Et Pe- oui. Petit podcast de la semaine. Alors, Je pense qu'on peut arrêter de dire de la semaine Volvi. oui, alors, oui, alors. Les Là, gens ne sont plus dupes. Les gens ne sont plus dupes. cette fois, c'est la semaine. Genre, Non on mais les est. gens. Moi je trouve juste on dit c'est le podcast. On Genre peut. les gens sont contents quand ils voient un podcast, on a des commentaires de gens qui sont très contents de nous voir, etc. Mais moi je pense qu'il faudrait dire de la semaine parce que ça implique le fait qu'on va en faire encore une fois toutes les semaines. Et moi je trouve que c'est important d'être les seuls youtubeurs à ne pas mentir aux gens qui nous regardent. C'est vrai, ça c'est vrai. Du coup, on va se faire un petit podcast. On va vite fait parler de l'actualité Hearthstone. Il n'y a pas grand chose cette semaine. Ça a été une semaine assez calme, normal après tout ce qui est sorti. Par contre, on va avoir une grosse page e-sport. Il n'y en avait pas la semaine dernière. Eh bien, on en a une belle cette semaine. Tout simplement car il y a eu les HCT Europe qui se sont déroulés et qui se sont terminés. Et enfin, on finira par un petit sujet actualité drama, l'ouverture d'une nouvelle chaîne Twitch, le petit drama des télé Hearthstone. Est-ce que c'est la fin d'une ère? On va essayer de répondre et de donner notre avis en fin de podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai aucune idée de quoi on parle. Ça va être tellement parfait. Mais si Je on vais en a faire parlé comme d'habitude, je vais lever la voix, je vais faire genre que je sais de quoi je parle, je vais sortir des phrases rhétoriques, du péremptoire, de la parabole 4K. Vous allez rien comprendre les gars, mais j'ai taffé. Bon, mais du coup on commence directement avec les petites actualités Hearthstone. Comme on dit très très vite, petite actualité numéro 1, nouvelle saison. Bon, il y a un nouveau dos de cartes, il est dégueulasse. Voilà. Voilà. Si, moi je fais ma pub. On est lundi au moment où on enregistre. Mardi, vous aurez la news sur Jujip sur le point méta de ce début de saison. C'est vrai, les points méta qui sont très suivis et qui sont très corrects. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour dire merci à tous les gens qui commentent. Genre je crois que le premier point méta a fait genre plus de 60 commentaires, qui est presque un record. En tout cas moi c'est un record perso sur un de mes articles sur le site. Du coup je vous dis un énorme merci parce que en plus des podcasts maintenant on a un autre rendez-vous que j'aime. Je lis tout pour l'instant. Je sais pas si je vais lire tout à chaque fois tout le temps, mais pour l'instant je lis tout et j'essaie de faire des trucs un peu bien. Donc voilà, merci pour tous les gens qui commentent et tous les gens qui disent que l'article est bien écrit et que c'est un plaisir à lire parce que moi du coup ça me fait plaisir à écrire. Voilà. Donc, point méta, on va te laisser parler du point méta mercredi. Hein. De toute façon, Mardi, mais bien tenté. mardi. Bah, c'est la dernière fois, c'était mercredi. Non, c'est tous les mardis. Bah non, le dernier, il a été publié mercredi à 11h30. Oui, parce que Julien avait plein de news d'avance et que comme le lundi soir c'était la fin du méta, je me suis levé à 15h30. Ok, GG. Du Et hasard. voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine dans l'auberge? On a eu le retour du Colisée Standard. Cette espèce d'arène, de deck standard. C'est du ladder. Voilà. Je suis désolé, c'est ni plus ni moins que du ladder. 3 défaites, vous partez. 12, vous gagnez plein de trucs. J'ai vu qu'il y a eu quelques. Je sais pas si tu as vu, il y a eu quelques gueulantes sur certaines cartes qui dérangent qui dérangent en wild. Oui, parce que voilà, le Colisée standard, voilà, c'est du standard, vous faites du ladder, si vous gagnez 12. Je comprends pas. Le but c'est de faire 12-3 en fait. Oui, c'est de faire 12 X. Voilà, je ne sais pas qui l'a fait. Moi, je l'ai pas fait particulièrement. Je trouve que J'ai vu plein de tweets de gens qui l'ont fait. Je t'avoue, j'ai même pas essayé. Ouais, parce que ça coûte 1000 PO de rentrer, je crois. non, c'était pas cher. Je crois que c'était, je crois, 150 PO. C'est tout. Ouais, c'était pas cher. C'était le prix d'une arène. On va peut-être le faire du coup. C'était pas le truc épique. Qui lui, Mhm. pour le coup, ça mettait un petit peu de piment de mettre 1000 PO. Mais là, non. Voilà, il y a eu quelques gueulantes cette semaine sur pas mal de cartes du mode wild. Notamment sur la princesse des mers Naga. En même temps, ça fait très longtemps que ça gueule sur la carte.
Voilà, parce qu'il y a des combos débiles. Bah, tu mets des X géants. Voilà. Et en fait, encore plus maintenant que Glinda est sortie, parce que bah, t'as la sorcière des mers Naga tour 5, et t'as Glinda tour 7. Genre, le même deck peut te faire soit full géant T5, soit full géant T7, et dans un cas, c'est une carte plus X géant, et dans l'autre cas, c'est une situation plus une carte plus un géant. Ouais, donc... En fait, je crois qu'il y a un mec qui a fait les stats, je l'ai vu passer vite sur Twitter, et le mec a expliqué que tour 7, t'avais plus de 75% de chance, ou genre 78% de chance d'avoir eu à gérer au moins 6 ou 7 géants. C'est beaucoup. Genre te dire que tour 7, t'as dû gérer plus de 8-8 que de tours qui sont passés dans la partie. C'est un peu chaud. Et enfin, dernière news, semaine prochaine, donc cette semaine, nous allons avoir un nouvel événement qui n'a jamais eu lieu sur Hearthstone. C'est le Jardin des Nobles. Le Jardin des Nobles qui est un peu le pack sur World of Warcraft. Ce qui est très bizarre parce que on est déjà en mai, les gars. Alors, il y avait une extension et tout qui sortait en avril, mais du coup ça sort très très tard. Et cet event, je sais pas si tu as lu la news et ce qui allait se passer, Dan. J'ai très largement survolé la news. En gros, quand on se connecte, va y avoir un truc, va y avoir un bras de fer à base de tu décores à 9. Oui, enfin c'est des bonus de connexion. Quoi. Voilà. Et tu auras du bonus de connexion, tu gagneras un 9 de Diablosaur et un 9 Napper en doré. D'accord. Alors pour ceux qui en ont déjà, ça fait un petit peu de dust. Oui. Et c'est du 10 au 13 mai. Voilà. D'accord. Franchement, est-ce que c'était bien nécessaire de faire un event comme ça? Honnêtement, c'est toujours des cadeaux gratuits, donc ça fait toujours plaisir. Ça reste dans la ligne commerciale de Blizzard, etc. Après, j'espère que c'est pas avec des trucs comme ça qu'ils espèrent nous faire oublier que les deux plus gros lead designers du jeu sont partis. Oui, non. Mais c'est un peu difficile, moi je trouve. C'est gentil, quoi. Enfin, j'ai rien d'autre qui me vient à part, bah, c'est sympa. Mais l'année dernière, on a eu des événements cool. On a eu la fête du feu. Oui, mais ça, on les aura peut-être oui, on va peut-être à d'autres moments, parce que là, enfin, c'était des trucs vraiment propres à l'univers Blizzard, etc., que eux ont fait avec la fête du feu, les arènes gratuites, etc. Là, c'est Pâques. Pâques, c'est un événement international, ça n'a rien à voir avec Hearthstone, rien à voir avec Blizzard, rien à voir avec World of Warcraft. Voilà, donc, je dis, les gars, c'est Pâques, faites un cadeau. Et voilà, c'est comme quand un pote te dit, ah, tu m'as payé une bière la dernière fois, ok, bah ce soir je te paye un kebab, bah c'est sympa, voilà, j'accepte, mais c'est neutre, quoi. C'est ça, ils ont fait la version Pâques de World of Warcraft, c'est le jardin des nobles, et puis voilà, quoi. Mais oui, mais je trouve que franchement, quitte à faire ça, autant rien faire, quoi. Moi, je veux. Bah, ils ont mis un bonus de connexion. Oui, mais c'est vraiment un bonus de connexion dégueu, quoi. Tu sais, moi, quand il y a un event, je veux qu'il y ait un truc un peu cool, plus que tenez un bras de fer et 2 cartes dorées. Je veux qu'il y ait un peu tu sais, qu'il y ait un bras de fer qui soit vraiment cool, que t'as un nouveau mode, que t'aies peut-être un truc particulier avec l'arène, que ça dure un peu longtemps. Tu vois, parce que là, c'est faire un event pour faire un event. Bah, moi, surtout, sur Pâques, en fait, si j'avais dû faire un bras de fer, il y a des decks qui s'appellent œufs dans le jeu. Faire un truc là-dessus, non? Ouais, parce que voilà, là, t'avais déjà des trucs, voilà, je sais pas, alors le bras de fer sera peut-être cool, hein. Mais à part te filer ton paquet, bon, c'est... Voilà, un petit peu osef. Bon, allez, c'est le moment, Dan. Déjà? Oh oui. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas plus d'actu. Autant la semaine dernière c'était grosse actu, mais cette année peu d'actu. Mais il y a une actu, je sais pas si on en parle maintenant, mais il y a une actu vraiment énorme. L'ouverture de la chaîne. Quelle chaîne? Playerstone. Il y a ça, oui, non, mais c'était surtout tu t'es inscrit à un tournoi Hearthstone. Ah oui. Voilà, Volzy va refaire un tournoi Hearthstone. Et donc je vais regagner des pépettes. Ouais, moi je pars comme ça. Moi je pars, je vais tous la niquer. Rien à foutre. Toi qui regardes cette vidéo. Le dernier tournoi que t'as fait, t'as perdu contre un rang 22. Hein. Non. C'était le Mang Game. Mais non, c'était pas le dernier tournoi que j'ai fait. C'était pas le dernier? Bah non. T'as fait quoi depuis? Bah le dernier que j'ai fait, c'était la DreamHack l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, t'as dû perdre contre un rang 23 là-bas. Ouais, à peu près. Grosso merdo, c'était ça. Bon. Non, si, oui. En plus, une DreamHack absolument terrible où on avait un plan et que le plan il était bon, mais que ça a pas marché.
On avait fait le plan, genre tout le monde va jouer Murloc. Alors on va mettre full. Je vais avoir des decks dégueulasses, mais full anti-Murloc. Et sur mes 6 rondes, je suis tombé contre 4 mecs qui avaient pas de Murloc. Il y en avait genre 12 dans toute la salle. Mais là où c'était drôle, c'est que le top 12, ils avaient tous Murloc. Oui, bon plan, mais pas au bon moment. Bon. E-sport, HCT Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette HCT Europe avant les résultats? Pas mal de noms connus, mais pas tant que ça. Comment dire? Il y avait des habitués, mais des habitués un peu de seconde zone. Bah non, il y avait, on peut dire, à nouvelle année, nouveaux joueurs. Il y avait des joueurs, il y avait les habitués du circuit, voilà, les Thais, les RDU, les Colento, y étaient. Il y a eu d'énormes surprises avec le fait que par exemple OEJ n'y était pas, que Xixo n'y était pas. Voilà, OEJ c'est quand même un mec qui était au championnat du monde il y a 3 mois, il n'est pas au championnat d'hiver juste après. C'est un problème. C'est très grave. Xixo qui les rate aussi. Voilà, il a commencé à y avoir Il n'y avait pas Stan Sivka par exemple. Il n'y avait pas Stan Sivka, il n'y avait pas Nerea. Il n'y avait pas Nerea. Qui était au World lui aussi. Il n'y avait pas Pavel. Il y avait pas. Oui, mais Pavel, il essaye même plus au final. Pavel encore, on le savait, il l'a dit. Donc, mais les autres ont vraiment tryhard et ils ont vraiment tenté. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que ça veut dire que le jeu devient plus abordable et que n'importe qui peut se qualifier, ce qui est la mauvaise chose, ou qu'il y a plus de gens qui s'investissent dans le jeu et donc le niveau général monte, qui ça est la bonne chose? C'est dur à dire. Pour avoir regardé un morceau de tournoi, j'ai rien vu à aucun moment j'ai sauté de ma chaise en me disant mais pourquoi moi je suis dans mon canapé et lui il y est, honnêtement. Je trouve que le niveau de jeu en stream était très correct, très bon. Oui. On était sur des mecs qui connaissaient bien les match-ups, qui maîtrisaient leur sujet, et il y a 2-3 fois où je galérais même à suivre. Après, moi là où j'étais déçu par ces prélims, c'est qu'il y a eu une vraie confirmation du méta. Oui, alors... On s'attendait à un méta, et il y a eu ce méta. Et c'est l'une des premières fois où les decks innovants se sont fait marcher dessus, littéralement. Et même le line-up innovant, on peut en parler. Mais en revenant sur les joueurs, il y avait sur ce prélim, je pense que c'était le prélim avec le plus d'espoir français de tous les temps. Bah en fait, c'était le prélim où la France a dominé le monde. Pour donner un exemple, il y a une stat qui est sortie où ils ont fait le nombre de joueurs à 45 points. Donc le nombre de joueurs qui se sont qualifiés sans avoir recours au, entre parenthèses, repêchage. C'est-à-dire t'es dans les 64 mais t'as pas 45 points. La France en avait 5, l'Amérique en avait 3, l'Asie en avait 2. Oui, je viens de comparer un pays à 2 continents. Ouais. La France au prélim Europe sur... C'était combien? C'était 78 joueurs? Je crois que c'est 73, je crois. Il y avait 11 Français. Il y avait genre un joueur sur 7, ou un joueur sur, un joueur sur 7,2, quelque chose comme ça, qui était français. Et 11 français, hein. On parle pas de francophones, on ne compte pas les... Maverick n'est pas compté dedans, par exemple. Voilà, on compte pas nos amis belges, ou nos amis suisses. Là, on parle pas de la francophonie. Hein. Si, on compte les Suisses. Hypno est français, et pourtant il est en Suisse. Oui, mais c'est pas, Hypno, il est français, mais il vit en Suisse. Mais donc, pas, il est pas suisse. Mais ouais, en fait, du coup, c'est-à-dire, en théorie, si on prenait le field et qu'on le coupait en 8, parce qu'on fait un top 8 à la fin, tu peux faire n'importe quel découpage, normalement il y a un français dedans. Sauf celui dans lequel on joue Hearthstone. Voilà. Et donc voilà, beaucoup de chance, etc. Et au final, qui sont les qualifiés? Dans les qualifiés, il y a des gros noms. Le plus gros. Alors, les 2 plus gros noms, ça doit être Bonnie au port et Phénoméno. Bonnie au port parce que c'était le joueur compétitif le plus accompli, et Phénoméno parce que c'est un streamer extrêmement connu. Il est qualifié, Phénoméno? Oui, il a fait top 8. Ah oui, c'est vrai, il est allé au Decider, c'est vrai. Ensuite, on a un mec qui a fait confirmation, parce qu'on a quand même le vainqueur du HCT Oslo, qui est passé top 8. Mais non, il a pas fait, c'est le top 4 hein, qui se qualifie. Oui, qui se qualifie, mais là on dit les mecs qui sont sortis des rondes déjà. Ah oui, c'est le but des rondes, c'est de faire top 8, et le but du top 8 ensuite c'est de se qualifier. Tu as raison. Ensuite, on a Tourna, qui est quand même le seul vainqueur de tournoi cette année à avoir fait top au prélim aussi. Ouais.
Donc montre quand même que le mec en tournoi a une très très grosse solidité de préparation de line-up, etc. Ensuite, qui est-ce qu'on a qui était connu? Pas beaucoup de monde connu en soi. Non, il y a peu de monde connu. On a eu des... Faeli, qui est le joueur qui a fait 7-0 dans les rondes, qui est quand même un peu connu, mais pas plus que ça dans la sphère internationale. Non. Et ensuite, on avait 4 newcomers, on peut dire. Oui. À noter que sur le top 8, il y en a 2 dont c'était les premières prélims. Pas le premier top 8, la première fois qu'ils allaient au prélim. Ouais. Parce que je pense que c'est le premier top 8 pour à peu près tout le monde, à part peut-être Bunny Hopper en HT. On avait peut-être fait Bunny Hopper. Peut-être. Où il avait été éliminé en top 8. Mais oui, du coup, on avait des grands inconnus. On a notamment Riku97, qui est sûrement quelqu'un qui a eu son pseudo parce qu'il est né en 97 et qu'il aime bien Kingdom Hearts. On a Twink, on a Viper, et on a A800, c'est A83 650. Oui. Alors déjà, cette personne, trouvez-le-moi, faites-lui prendre un vrai pseudo. Excuse-moi, le champion du monde s'appelle Tom 60229. Oui, mais c'est un. Ah bah oui, mais moi, ouais, mais non, le mec s'est inspiré, le mec a compris comment ça marche. C'est un problème parce que pour les casteurs, c'est tellement dur. Les casteurs, ils sont tellement toujours dans la mouise avec les trucs avec les chiffres. C'est terrible. Et du coup, de ce top 8, qui en ressort? De ce top 8 qui en ressort, du coup, Bunny Hopper, qui était un peu le joueur quand on a vu le top 8 que tout le monde attendait en se disant, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire, bah ça y est, c'est son heure, enfin il va faire la vraie breakout et tout. Il l'a fait, il a extrêmement bien joué. Je dois dire, il a pas ramené des decks compliqués en soi, il a ramené Speedful Druid, il a ramené Paladin Even, etc. Mais il a montré pourquoi il fallait pas se prendre la tête en fait sur ce méta. Il a eu quelques décisions compliquées, il a fallu jouer autour des zones de l'adversaire, il a fallu décider quand mettre beaucoup de pression, quand ne pas en mettre. Il a décidé, il a pris des choix de base de Hearthstone en fait, des décisions simples mais qui dans la situation étaient compliquées, il les a bien prises, et avec des decks de curve, il a roulé sur le monde. Solide. Voilà. Ensuite, on a Tourna, qui a fait quasiment la même chose. Tourna est l'un des seuls joueurs à avoir banni Prêtre du tournoi, et il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont dit, mais pourquoi il banne Prêtre? Et la raison était toute bête, il aime pas jouer contre. Voilà. C'est tellement simple que ça en est beau. En fait, des fois ça fait plaisir de voir qu'à ce niveau de jeu, des mecs qui jouent pour passer donc de championnat d'Europe à championnat du monde, puisque là on bascule dans le monde, et le mec, sa stratégie c'était juste, j'ai pris les 4 decks avec lesquels je me sens le plus fort, et j'ai banni le deck contre lequel je me sens pas à l'aise. Et il a fait top 4 Europe. C'est beau. Et il a gagné l'un des plus gros tournois de l'année en Norvège avant, enfin l'un des plus gros tournois d'Europe, il y a moins de 2 mois, avec la même stratégie. Du coup, quand les gens disent que des fois Hearthstone c'est très compliqué, qu'il y a énormément de stratégie, etc., des fois, bien jouer et faire confiance à son instinct, ça amène super loin. Oui. Est-ce qu'il est dans une période faste et qu'il chatte comme un gros porc? Peut-être. Peut-être. En attendant, il vient de gagner le salaire de 3 ans de travail. Et il y avait tant que ça à gagner? Je suis pas sûr. Parce que c'est pas les finales, non? En fait, le truc, c'est que au split d'après, même si tu te fais out direct, c'est 5000. En fait, il a gagné Oslo, donc il a gagné 7000. Là, il a fait top 4, donc il a gagné 7500. Et au prochain, même s'il fait 0,8, il prend encore 5000, ça fait beaucoup. Bon, ça fait pas 3 ans de salaire. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, il a de quoi vivre l'année quasiment dans une vie d'étudiant ou quoi, très facilement. Oui, ça passe. Mais ok, d'accord. Ensuite, on a les noms un peu moins connus. Donc, voilà. Je n'ai pas le nom en tête, c'est impossible à apprendre. A83 650. Voilà. Qui, lui, avait la line-up classique, en fait, à laquelle tout le monde s'attendait, qui disait, c'est les meilleurs decks, quasiment. C'était la stratégie attendue. Enfin, le postulat du monsieur est simple. Bon, tout le monde va avoir des mots. Ok, tu fais quoi du coup? Je vais taper sur des mots. Voilà.
Il a fait ça tout le tournoi. J'ai envie de dire, pas con. En fait, il l'a fait avec des decks qui étaient bien. Il l'a fait avec Paladin Murloc, qui est le meilleur paladin pour l'instant contre démoniste, parce que c'est celui qui va le plus vite, et c'est celui qui a des créatures qui résistent à Flamme Infernale au tour 4. Prêtre Mind Blast, qui est un deck ultra solide et qui est très très fort contre démoniste, parce que tu peux mettre Geist, parce que tu as du dégât direct, parce que tout ça. Druid Speedful, il y a eu un gros débat pendant le tournoi entre quel est le meilleur entre Druid Speedful et Tempo Mage pour battre démoniste. Tempo Mage a eu un meilleur ratio. Le problème, c'est que Tempo Mage, dès qu'il tombait sur autre chose que démoniste, il perdait. Alors que Druid Speedful avait l'avantage de battre à peu près tous les contrôles. Il était fort contre prêtre, il était fort contre guerrier, il pouvait se défendre contre les agros, genre les paladins ou les choses comme ça, parce que t'as des contrôleurs mentaux, parce que tu peux éventuellement inclure Guédon. Du coup, voilà, le deck a eu un moins bon win rate sur le target, mais il a allé chercher des wins ailleurs. Du coup, de façon générale, ça a été mieux. Et le deck 4, comme j'ai pas dit démoniste, c'est démoniste. C'est un peu le... Ah oui, du coup, parenthèse, des gens n'ont pas amené démoniste, ça s'est mal passé. Voilà. Il y a... De là à dire que ce qu'on avait dit quand on a fait notre review finale, en disant que démoniste était cassé et que tout allait tourner autour parce que c'était trop fort, peut-être qu'on avait un peu raison. Ouais, mais encore une fois, celle-là, on peut pas se l'attribuer, Volvi, parce que oui. 95% de la sphère Hearthstone l'a dit. Oui, je suis d'accord. Mais je rappelle. Il y a eu... Et du coup, le dernier qualifié, qui est donc... Et voilà, tu as dit Benny au port, tu as dit A, tu oublié Viper. Tourna. Viper, qui est, j'ai envie de dire, le représentant allemand, parce que l'Allemagne met toujours un mec. Ouais, il y a toujours un Allemand qui traîne. C'est débile, hein, mais j'ai l'impression que Hearthstone, c'est comme la vraie vie. Les Allemands, ils font comme la France en termes de nombre, et ensuite, ils vont au bout. En économie, ils ont le même système que nous, mais ils vont plus loin. Dans le nucléaire, eux, ils ont fermé les usines, pas nous. Dans la présidence, eux, ils ont déjà élu une femme, pas nous. En fait, ils font les mêmes trucs que nous, sauf que eux, ils vont au bout des choses. Dans Hearthstone aussi. Ils avaient quasiment le même nombre de représentants que nous. C'était le deuxième pays au monde à avoir le plus de représentants. Ils ont mis un mec top 4. Ouais. C'est un peu ça. On a eu quand même des pays qui d'habitude sont un peu plus dans la difficulté, qui sont là. Par exemple, Tourna, qui est un Italien. Je crois que c'est le premier Italien qui se qualifie pour les Worlds. Après, ça dépend ce que tu appelles les Worlds, parce que Tourna, il s'était déjà qualifié pour les WESG. Oui, mais pour les Worlds HCT, tu vois. C'est le premier Italien. Oui. Non, il y avait un Italien, il y avait Gera 99, un truc comme ça, ou Gera 09, à la première BlizzCon. Ah oui, c'est vrai, toute première BlizzCon qui était... tu as raison, j'avais totalement oublié. Non, mais par contre, on a eu un joueur espagnol aussi dans ce top 8. C'est assez rare, les Espagnols. Rico, qui perd 3-2 sur le Decider. Qui aurait pu se qualifier, les Espagnols, c'est assez rare. Et Viper, qui est le seul joueur à avoir amené Miracle. Rogue. C'est le seul joueur à avoir amené Voleur Miracle. Ça a très bien marché pour lui. En fait, tout le monde est parti sur Voleur Quête. Et Viper a dit simplement que Voleur Quête, ça perdait contre aggro. Voleur Miracle aussi, sauf quand tu fais Van Cleef. Et du coup, le sauf, ça lui a gagné 2 matchs dans le tournoi. Mais c'est des BO qu'il a gagné au lieu de les perdre. Solide. C'est des détails comme ça, en fait, mais c'est juste que il a pris des match-ups, il a accepté d'avoir des match-ups un tout petit peu moins bons pour ne pas perdre instantanément d'autres. Et ce choix-là fait la différence entre Voleur Quête et ça. Voilà. Après, c'était la line-up la plus originale, celle de Viper. C'est quand même Voleur Miracle, il y avait Druid Cube, qui n'est pas Druid Taunt. C'est Druid Cube. Druid Taunt, il n'y a que du Taunt. Bon, c'est la même chose, c'est du Hadronox, etc. Mais dans Druid Cube, vous avez des choses du genre le Dragon Hatcher. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais pour 9, la 2-4 qui recrute un dragon. Vous avez le Maître Shenker, des choses comme ça. Donc, des choses qui sont quand même un peu plus sensibles à l'aggro, parce que vous avez des cartes qui coûtent 8 et 9 et qui ne sont pas des gros Taunt. Vous avez le DK aussi. Donc, c'est un deck qui accepte que Hadronox ne revienne pas forcément sur l'heure envahissante, sur l'heure ensorcelante. On peut le dire, il y a des choses carrément plus dark. Voilà, mais en fait, c'est des decks qui sont plus durs à jouer parce qu'en fait, il faut accepter que dans certains match-ups, tu ne joues pas certaines cartes. En fait, les gens disent ouais, tu joues pas Malfurion dans Druid Hadronox parce que ça le fait revenir. Et il y a des joueurs qui ont juste répondu non, tu joues Malfurion et il y a des match-ups où tu ne le joues pas.
Mais par exemple, contre match tempo, Malfurion il gagne le match tout seul. Oui, c'est vrai, c'est deux versions différentes en fait. Voilà, et honnêtement, sur ce tournoi, la line-up de Viper, en fait, il a pris la line-up à laquelle les gens s'attendaient. Genre, au lieu de Kett, il a pris Miracle, Kett était très représenté. Au lieu de Pure Taunt, il a pris Cube, Taunt était très représenté. Et à côté, il n'y a rien de fou. C'est Démoniste Cube et Prêtre Mind Blast. Donc en fait, il a juste fait des tout petits twists sur les decks 3 et 4, parce que les decks 1 et 2, Démoniste et Prêtre, c'était partout. Et en faisant des choix et en se disant, moi je me fais confiance pour connaître mes match-up à la perfection et savoir que en fait à aucun moment il a joué avec 30 cartes. Il a joué avec 27-28 cartes dans les match-up, avec des cartes qu'il a considérées injouables et qu'il n'a pas joué. Mais du coup, parce qu'il a accepté de prendre ce risque et que il s'est peut-être plus entraîné que les autres pour justement aller chercher ces infos-là, il a fait top 4. Du coup, honnêtement, de tous ceux qui sont qualifiés, pour moi, je trouve que c'est celui qui force le plus le respect. Ah, je pense que c'est peut-être le plus... Je sais pas si c'est méritant le bon terme, mais... Moi, dans son jeu, c'est Mature qui vient. Ouais, ok. Je trouve qu'en fait, sa stratégie était bien léchée. Il avait bien réfléchi ses trucs. Il connaissait ses decks sur le bout des doigts. Et vraiment, il y a des matchs où il a Malfurion du tour 7 au tour 17 et il ne le touche pas. C'est impressionnant de se dire qu'actuellement dans Hearthstone, il y a des mecs qui acceptent de ne pas jouer le Chevalier de la Mort pendant 10 tours. Mais c'est quelque chose qui, en plus, ça a l'air tout bête comme ça, mais ça prouve d'un certain niveau de joueur en fait. Parce que ça a l'air tout con de se dire, mais le nombre de fois où dans un match, vous allez être tenté parce que c'est tellement bien. Juste en fait se dire, en fait contre tous les matchs à rose, vous avez envie de vous dire, je fais l'armure, oui, mais il y a tellement de matchs où vous vous dites, putain, si là je lui avais mis 3 à tous les tours. C'est... on le sent tellement, oui, alors voilà, c'est... Ce Malfurion, ça fait partie de ces cartes qui sont tellement fortes. Et c'est vrai que pas le jouer, c'est terrible, quoi. Ça fait partie, c'est un peu comme Dr Boom T7, quoi. Mais... Imaginez qu'à une époque, c'est pour ceux qui ont vu les Worlds d'il y a 2 ans, c'est exactement le même niveau que Dr Hippie, qui à une époque n'avait pas joué Ragnaros sur son T8 parce qu'il savait que la seule moyen de tuer le Ragnaros adverse c'était d'avoir le sien. Et du coup il a joué autre chose pour que l'autre sur T8 fasse Ragnaros et il avait répondu à Ragnaros avec Ragnaros. C'est la même chose. Voilà, c'est vraiment être en total contrôle de son deck, en total contrôle de sa stratégie. Ça prouve qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc, moi, j'aime bien quand il y a du travail avec sa paix. Voilà. Et après, il y a une petite mention spéciale à Stan Udashi qui perd la ronde décisive contre Bonnie Hopper. En fait, le vainqueur se qualifiait et le perdant ne se qualifiait pas. Il perd 3-2. La line-up, c'est Hunter Spell, Speedful Druid, Guerrier Fatigue Quête et Démo Control. Voilà. C'est, je crois, l'un des seuls. Je sais pas si c'est le seul à avoir chasseur ou l'un des deux seuls. Je suis en train de regarder toutes les listes. Alors, ils sont deux avec Redman parce qu'ils se sont entraînés ensemble. Du coup, j'imagine que Redman a exactement la même line-up. Oui, Redman a exactement la même line-up que lui. Voilà, donc ils sont deux mecs à s'être entraînés ensemble et à avoir chasseur. Ah non, ils sont trois, pardon. Il y a un Juristis qui a ramené chasseur impair. Merci Juristis de niquer mes stats. Ah non, Greenchip aussi a ramené chasseur impair, les gars, franchement. Non, il y avait quelques chasseurs, mais voilà, enfin... Pardon, il y en avait 5. Il y en avait 5 des chasseurs. Je suis allé un petit peu vite en vérifiant, il y en avait 5. Mais... Et malheureusement, il nous manque. Mais voilà, on peut le dire, hein, toutes les classes, et ça fait longtemps, hein, mais toutes les classes étaient représentées à HHT. Oui, il y avait les 9. Mais voilà, je voulais juste mettre le petit... Il y avait les 9, mais c'est un petit peu de la triche. Voilà. Parce qu'au milieu, il y avait un chaman. Il y a un joueur, on lui a pas... il y a un joueur, il a pas eu le message en fait. C'est-à-dire qu'il a joué premier jour du ladder. Et après, il a dû partir parce que sa femme a accouché en fait, à mon avis, et que du coup il avait un bébé et tout. Du coup, il a pas eu le temps de jouer d'autres trucs et il s'est dit, Shaman Carniflore, c'est un bon deck en fait. Attends, je le cherche justement. Et la recherche du petit chaman. Je ne sais pas pourquoi, c'est Reyna qui l'a joué. Pourtant, je suis passé devant. Et je me suis dit, ok, il a raté un truc. Il a pas compris que c'était pas bien. Non mais Volvi, t'as vu le chaman, c'est un chaman, il y a 2 Ancestral Healing dedans. Non mais oui, enfin...
Il y a des trucs, hein. Pourquoi pas. Enfin bref. Bon, alors, oui, les gens. Oui, je le sais, vous êtes tous en train d'attendre parce que vous dites est-ce qu'ils vont taper sur la gueule des Français qui ont tous perdu? Hein? Eh ben non. Ça se serait très mal nous connaître. Parce que nous, on tape pas sur les copains. Mais comme les trois quarts, ils peuvent pas nous blairer. Bordel, les gars, c'est quoi Merde! Alors, merde! Non, parce que moi, c'était justement ma transition, en fait. Si on donne les points de style à Stanudashi, Sweet s'en mérite aussi. Oui. Sweet, qui est clairement le joueur français le plus régulier. C'est son deuxième HT d'affilée où il finit genre le plus international ready. Oui, clairement. En fait, ça fait mal de se dire ça. Je pense qu'Odemian avait une vraie chance parce que le méta est pas si différent de l'extension d'avant. Honnêtement, quand ils ont publié leur line-up avec Maverick, sur le moment, je me suis dit, Odemian a encore fait une Odemian. Il a sorti un guerrier de nulle part et il va nous faire un truc fou avec. Raté. On va pas se mentir, raté. Mais là surtout, c'est pour rappeler comment ça s'est passé, l'espèce de douche froide. Il y a la moitié des Français qui étaient éliminés au bout de 2 heures de tournoi en fait. Hein. Il y a eu un nombre de 0-2. Après ça, il y en a tellement aussi. Il y en a eu 11 des Français, donc c'est normal qu'en soi, il y en ait au moins 3 ou 4 qui fassent 0-2. En termes de stats, c'est pas non plus le truc le plus choquant du monde. La moitié, ça fait beaucoup quand même. 3 ou 4, c'est pas la moitié de 11. Hein. Oui, enfin, 3 ou 4, ça commence à être beaucoup niveau stats. 2-3, c'est beaucoup, mais tu peux accepter. Après, moi, là où j'ai été... En fait, le truc, c'est que la France a produit que des surprises. Il y a eu 2 surprises. La première, c'est Sweets qui fait un truc de fou avec sa line-up. On sait que Sweets a le niveau. Tout le monde est au courant que Sweets a un excellent niveau au niveau international et qu'il est capable de livrer des games énormes. D'ailleurs, très étonnamment, il a un peu la maladie des autres Français, c'est-à-dire qu'au niveau français, il ne fait rien. Mais à l'international, il est très solide. L'autre bonne surprise, je trouve que c'est Trek qui finit quand même 19ème. Oui, Trek qui... Bon, alors moi je le connais bien parce que voilà, je m'entraîne avec, etc. Mais ça reste quelqu'un qui, sur la scène, doit encore prouver des choses au grand public, doit encore se faire connaître, il doit encore faire tout ça. Et c'était ses premières prélims. Et il y a des joueurs qui en ont déjà fait 4 ou 5 qui n'ont jamais fait un top 20 au prélim. Oui, et puis au final, les joueurs français les mieux placés, je crois que c'est Trek, Sweets et Warma, pardon. Warma, si tu nous écoutes, désolé, j'ai cassé ton pseudo. Qui sont, on va le dire, qui sont pas les star players. Bah, Sweets, si. Non, mais Sweets, on sait, niveau, etc. Pour nous, moi je l'ai déjà dit, je pense que c'est peut-être le français qui a le niveau de jeu le plus élevé. Moi j'ai toujours été un supporter de Sweets, tout comme j'ai été un supporter d'Odemian. Et il me l'a bien rendu juste au moment où j'ai décidé de fermer ma gueule parce qu'apparemment je lui portais la Shkumun. Là j'ai rien dit, alors je le pensais bien. Ça n'a pas marché. Apparemment, il faut que je rechange de stratégie. Sweets, nous on le sait, mais pour le grand public, il n'est pas très connu, Sweets. Sweets, si tu le mets sur une télé tout seul, il va pas faire venir 1200 personnes. Maintenant qu'il est Ares, etc., il commence. Oui, voilà, maintenant ça commence. Mais les star players qui étaient là-bas, vraiment les gros noms, c'était Arma, Vitality. Les 2 grosses déceptions, voilà, c'est Arma et Vitality. Alors, on rajoute dans Arma un ami belge. Il est Arma Team. Mais il est Arma Team. Voilà. Oui, mais voilà, c'est pas un joueur français. Après, Maverick et Odemian. En fait, le truc, c'est que les 2 équipes avaient les mêmes line-up. Maverick et Odemian avaient la même line-up. Et avec tout le respect que j'ai pour Maverick, qui est lui aussi un excellent joueur, je pense que Odemian était bien plus à l'aise sur cette line-up que Maverick. Oui, j'ai pas compris. Alors j'ai pas compris. Non, c'est pas une question de compréhension, c'est que Maverick est dans un monde où il pense pouvoir tout jouer et il en est probablement capable, mais peut-être pas au niveau international. Je sais pas en fait, j'ai pas vu ces matchs, donc c'est dur à dire. Personne les a vus parce qu'en faisant 0-2, t'es moyen streamé. Hein. Peut-être qu'il donne plus d'importance à la line-up qu'au niveau de jeu, alors que même quand on voit que la line-up est importante, que voilà, à Toronto, Odemian a tapé la bonne line-up pour gagner le tournoi. Mais il a fait des plays.
il a fait des prises de risques, il a fait des choses, il a laissé des gens sur le cul à Toronto au Damien. Et peut-être que du coup, il y a trop d'importance donnée à la line-up à ce niveau-là, je pense. Alors peut-être, est-ce qu'on peut peut-être dire que les training groups français qui sont en général très franco-français sont moins bons? Parce que à un moment, il va falloir quand même qu'on se pose une question. La France n'y arrive pas. On a beau mettre autant de joueurs qu'on veut, on n'y arrive pas. Ça fait longtemps qu'il y a plein de Français. Dans l'histoire, on n'a mis qu'un seul joueur français en top. Non, c'est pas vrai. Il y a Tars et 10 démons qui ont déjà fait top 4 et qui sont passés à l'étape d'après dans l'ancien système, avant que ça devienne le circuit HCT. Oui. Mais depuis que c'est le circuit HCT, le seul français top 8, c'est Anact, qui est sorti de nulle part et qui est retourné nulle part. Donc, il faut se poser une question systémique, parce que on peut toujours dire c'est la luck, etc. Mais si c'était que la luck, au bout d'un moment, à avoir des Français à chaque fois, à avoir des mecs qui retournent, à en mettre 11, ça devrait passer à un moment, on devrait avoir au moins un top 8, un mec connu qui y arrive. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de système? Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de training group qui sont pas assez bons? Est-ce que peut-être que le principe que les joueurs stars, entre guillemets, en France, vu la manière dont ça se déroule en France, sont obligés de beaucoup stream et du coup ne peuvent pas avoir l'entraînement nécessaire? Je pense que c'est pas vrai, parce que regarde, Phénoméno fait top 8 et il stream tous les jours. Après, là où. Ouais, mais il stream tous les jours, mais à ses horaires, il est pas, tu vois, il est pas dans une boîte. Dans ton argument, je pense que ça peut être un souci, c'est le fait que les gros joueurs internationaux ont assez de notoriété d'eux-mêmes, en fait, et du coup, ils peuvent se permettre des fois de dire bah non, j'arrête de stream et je me prépare, et ma carrière de joueur pro est plus importante, alors que dans les boîtes, les équipes, etc., bah non, t'as une pression permanente, t'as des objectifs à remplir, etc., même si j'imagine, et je pense être sûr de ça, que Armateam, Vitality, etc., libèrent évidemment des créneaux pour les joueurs, pour qu'ils s'entraînent et pour les mettre dans les meilleures conditions, etc. Le fait que ça ne vienne pas de toi et que tu sois quand même dépendant un petit peu, peut-être que ça joue un rôle. C'est ça, peut-être que le fait que tu sois sur un métier, peut-être qu'il y a un côté aussi manque de risque, en fait. Est-ce que les joueurs français qui gagnent ou pas, pour eux, ça leur change quoi? Pour le coup, il n'y a pas un manque de risque, parce que Armateam comme Vitality avait des line-up très innovantes. Non, mais c'est pas à ce niveau-là, mais aux questions futures. Par exemple, des mecs comme Trek, Sweets, Warma, c'était Acta qui était sorti la dernière fois, qui était français, qui sortait de nulle part. Anact. C'est des gars, dans leur tête, ils se disent, si je fais pas une performance, on me connaîtra jamais. Je pourrais jamais bosser là-dedans, je pourrais jamais faire ça. Au final, les gars qui sont chez Vitality, qui sont chez Armateam, etc., est-ce qu'ils n'ont pas leur métier? Est-ce que peut-être pas consciemment, mais est-ce que ça les met pas peut-être dans un autre état d'esprit? Tu sais, quelque chose de ouais, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, bah ils retourneront, ils feront leur stream avec Torque et ils mangeront des pizzas. Là, vu que je posais une question, j'attendais une réponse au moins, je ne sais pas. Mais... Non, mais c'est que, en fait, le raisonnement est logique, etc. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que tu dis, mais je pense pas qu'ils la réalisent et qu'elle soit voulue. Non, je pense que si on leur dit ça, ils nous tombent dessus et on se fait traiter d'enculés. Voilà, mais et ils auraient raison. Désolé pour le langage. Mais ils auraient raison. De toute façon, on va se faire tomber. On va se faire tomber dessus. De toute façon, à un moment, on est en train de dire les choses qui fâchent. Encore une fois, c'est pas pour taper sur les gens. Je veux pas taper sur les gens. C'est pour ça que j'attaque aucun joueur en particulier. Moi. En tout cas, je ne parle pas pour Dunn, mais lui non plus parce qu'il l'a pas fait, mais on n'est pas capable de faire ce qu'ils font. On n'a pas leur dédication pour arriver à cet objectif-là en particulier. Donc voilà, je ne pense pas meilleur qu'eux ou n'importe quoi, c'est pas du tout le truc. Je pense qu'on a des très bons joueurs et tout, mais
il y a un problème pour finir. On s'était dit peut-être qu'au Démian, ça y est, ça a passé le truc. Et voilà quoi, hein, il a marché sur l'eau ces derniers mois. En tournoi. On l'adore, il a jamais marché sur l'eau au final. Ouais, en tournoi, il a marché sur l'eau. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce que moi, voilà, je dois vous avouer, quand j'ai vu le truc, le chat, c'était 90% d'insultes. Ce qui est totalement con, les gars, faut pas faire ça. Hein. D'insultes? J'ai pas suivi ça, tiens. Ah, le chat FR sur les Français, quand tout le monde était éliminé, c'était. Il y a eu 5-10 minutes qui étaient un peu sales. Hein. D'accord. Parce que je crois que les Français attendent aussi. Le Oui, peuple français, les fans français. Ouais, alors ça, il va falloir arrêter. Moi, c'est le truc qui m'énerve le plus, le coup des fans français, machin. Je suis désolé si vous êtes comme ça. Ils vous doivent rien, les mecs, en fait. Oui, ils vous font vibrer, oui, vous les supportez, etc. Mais qui gagnent ou qui perdent, à la fin, ils vont rien vous verser. Ils vous feront jamais une dédicace en stream. Et vous avez pas le droit de les insulter, en fait. Oui, alors ça, de toute façon, insulter, c'est totalement débile. Mais je parle d'insultes parce que c'est ce qui choque le plus. Mais en fait, dans tous les cas, moi, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais c'est comme les équipes de foot. Les gens qui envoient d'énormes messages sur Twitter, des pavés de 25 lignes en disant « Je suis tellement fier de toi, j'ai toujours cru en toi, vas-y machin ». Mais tu l'as jamais vu. Tu le regardes tous les mardis streamé de 14 à 15. On s'en branle. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on s'en branle. Il y a un truc de chauvinisme avec la France, parce qu'il est français, je vais le soutenir, parce qu'il est français, quand il gagne, je gagne un peu, machin, mais à un moment, il faudrait peut-être s'inspirer des autres cultures, où les gens disent, ben moi, si je veux avoir le droit de dire qu'il y a mon nom sur cette victoire, ben je vais me lever le cul et je vais aller l'aider, au lieu de juste dire, ben on a le même drapeau. Ils s'en foutent du drapeau, les gars. C'est un peu vrai. Peut-être que ça aussi, cette espèce de chauvinisme et de communauté qui est beaucoup derrière, parce qu'il y a quand même une communauté Hearthstone qui est très très forte en France. La communauté, c'est une très bonne chose. Le fait que les joueurs se sentent aimés, c'est une très bonne chose. Peut-être que ça met de la pression quelque part. On peut voir ça dans l'autre sens. Ça peut aussi mettre de la pression. Mais en fait, le truc, c'est que soit vous les soutenez pour ce qu'ils sont, et vous les soutenez dans tous les cas, mais si quand ils perdent, vous les insultez, ça veut dire que vous avez une relation malsaine, et que vous êtes uniquement avec eux dans le succès, parce que vous pensez que vous allez vous approprier quoi que ce soit. Sinon, vous ne seriez pas déçus quand ils perdent, parce que quand ils perdent, ça vous concerne pas non plus. Ça c'est vrai. Mais voilà, pour vraiment dire, on n'est pas du tout dans la critique, dans le but de critiquer. Alors, maintenant qu'on a fait une grosse critique, je vais quand même donner l'argument qui va à l'encontre d'eux. Es-tu prêt? Allez. À ton avis, quel a été le meilleur joueur de la saison d'hiver au monde? Franchement, je pense que c'est Odemian. Non. Il y en a un au-dessus. Ah oui, il y a Hunter Race. Il a fait 0-3. Qui aussi a fait quelque chose de catastrophique. Il s'est fait troll, c'est une malédiction, hein, Sintolol disait la même chose. C'est une malédiction, apparemment, quand t'es premier au point dans le monde, tu fais de la merde au prélim. Et pourtant, Hunter Race, il a ramené une line-up de base. Hein. Il a ramené Démonis Control, il a ramené Paladin Père, il a ramené Druid Cube et il a ramené Prêtre Mind Blast. Il n'y a rien de fou, il a pas innové, il a rien fait de spécial. Le mec, à tous les événements où on l'a vu, il marchait sur l'eau, il était d'une solidité, mais c'était un putain de racaillou, le mec. Il arrive au prélim, il prend un grand 0-3. C'est vrai que pour lui aussi... Tu peux mettre tous les arguments du monde que tu veux, lui, il doit pas faire 0-3. À moins qu'il y ait eu une raison personnelle qui a affecté son niveau de jeu ou quoi que ce soit, lui, avec ce qu'on a vu sur ces 3 mois, il ne peut... Enfin, il n'y a aucune raison logique autre qu'il lui arrivait un truc dans sa vie pour qu'il fasse 0-3. Le fait que ce mec fasse 0-3 signifie que Hearthstone est un mauvais jeu, je suis désolé. C'est peut-être ça. Ou alors, les petits changements, pas énormes, mais quand même présents du méta. Peut-être, voilà, c'est ça que je dis. Peut-être qu'il a raté le méta, peut-être qu'il s'est mal. Mais quand tu regardes sa line-up, il a la même line-up que les autres. C'est pas possible qu'il ait été aussi dominant et qu'il ait monté autant de compréhension dans les match-ups avant, et que là, d'un coup, alors qu'il a eu à peu près 3 semaines pour se préparer, mais il ait rien pigé au méta, c'est pas possible. Après, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème vis-à-vis de Hearthstone. Parce que voilà, c'est ça que je dis en fait. On cherche à voir comment ça se fait que... Voilà. C'est un peu le contrebalancier, on tape sur les Français, on dit oui, ils ont raté leur play-off, c'est même pas une question, mais le meilleur joueur du monde aussi. Et peut-être que Hearthstone a un problème, c'est que quand tous les joueurs sont très très bons,
Ça redevient comme quand ça n'a tous pas les joueurs, d'importance. ça redevient comme quand tous les joueurs sont très très mauvais. Voilà. Peut-être que le match entre Hunter Race et Odemian, il a pas plus d'intérêt que le match entre moi et ma maman. Parce que quand deux personnes très très bonnes jouent ensemble, c'est full random, comme quand deux personnes très mauvaises jouent ensemble. On est peut-être devant une limite du jeu. Peut-être qu'en fait, quand les gens ont une connaissance parfaite des match-up, et ben c'est juste jouer la carte au moment où tu sais qu'il faut la jouer, mais tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. Peut-être. Peut-être que si c'est une aberration, je l'ai déjà dit, de faire jouer tout le monde avec des listes connues. Peut-être que le jeu de cartes, ça peut féliciter les gens qui trouvent des nouvelles choses et qui l'apportent à un tournoi. Parce que le problème d'avoir toutes ces listes ouvertes, ça veut dire que tous les trucs sont testés avant les tournois. Parce que ça a quasiment aucun intérêt de l'apporter au dernier moment du tournoi. Tout simplement parce que si tu l'apportes au moment du tournoi, bah toi non plus tu l'as pas testé en compétitif. Volvi, ne serait-ce que le fait que pour un tournoi qui est joué le samedi, la deadline des listes c'est le mardi. Oui. Et les listes sont rendues publiques le mercredi. Donc en fait tu peux amener ce que tu veux. Tes adversaires ont 72 heures pour tester. C'est ça. Tu sais donc ce qui se passe. En fait c'est ça le problème, c'est que pour qu'il y ait quelque chose de vraiment innovant qui surprenne, il faudrait qu'il y ait assez de choses surprenantes pour qu'elles ne puissent pas toutes être testées en 3 jours. Ouais, et donc il faudrait que vous avez intérêt à en amener un paquet, les gars. Peut-être qu'on en arrive là, peut-être que c'est ça l'erreur. Parce qu'effectivement, peut-être aussi le fait qu'il y ait des noms moins connus. Est-ce que ces noms moins connus sont bien moins bonnes que certains des noms très très connus comme Stanudashi, etc. Non. Est-ce qu'ils sont un petit peu en dessous? Peut-être, sûrement pour certains. Est-ce que ça se voit pas? Ça se voit pas. C'est la même chose en fait. C'est que oui, il y a des différences de points. Genre, entre le premier au point Hunter Race et le dernier qualifié, genre par exemple, Hunter Race finit à, je crois, 62, 63 points. Quelque chose comme ça, oui. Je crois que c'est le seul joueur qui a cassé la barrière des 60 points. Je le sais de source sûre, Trek, Kalas se sont qualifiés avec 33 points. Hunter Race, il leur met 30 points. Il leur a mis presque le double. Oui, c'est c'est-à-dire qu'en fait, Hunter Race, il peut se qualifier 2 fois. Seul. Genre, avec ses points, tu peux en qualifier 2. Et Trek a un win rate qui est 4 fois supérieur au sien sur ce tournoi. Il y a vraiment un truc qu'il faut réfléchir sur Hearthstone. Et peut-être que c'est la raison de la défaite des Français. Mais voilà. Peut-être que c'est pas leur faute. C'est aussi ça l'argument à la fin. C'est ça. Alors c'est dur de se dire que les mecs sont 11. Et qu'il n'y en ait pas. Leur faute. Et c'est tout le temps comme ça depuis Tars. Et Tars qui s'est qualifié à l'époque parce que justement il a 10 démons. 10 démons qui avait été très solide. Mais j'avais parlé de Tars parce qu'il s'est qualifié à l'époque où toutes les listes n'étaient pas encore connues dès le début. Et ça foutu grande force. Et où il est arrivé avec la malédiction de Rafam, que personne n'y jouait. Il est arrivé en mode bah ouais, mais. Non, ça c'est pas vrai parce qu'il y a Stanudashi qui l'a joué et c'est lui qui avait lancé l'idée en stream. Oui, mais c'est le seul qui l'a ramené au prélim. Il était seul avec dedans dans la liste. Non, Stanudashi l'avait aussi. Stan l'avait aussi. Ouais, bon, bref. Mais voilà, mais oui, mais en fait, même si c'est pas lui qui a eu l'idée, les couilles. Voilà, les couilles de le faire. Qu'il faut pour le faire. Genre, les couilles qu'il faut pour ramener une carte et dire, elle est là, en fait, que pour ce match-up. Et pour ce match-up, elle est là que dans cette condition-là. C'est ça, et le Sauf fait de. Que cette condition-là, quand elle se réalise, elle me gagne mon BO, qui me donne une victoire au lieu d'une défaite, qui me qualifie en top 8, qui me donne la chance de jouer pour le top 4, qui fait ma carrière dans ce jeu. Mais c'est ça, mais rien que le fait que t'arrives contre un adversaire, t'as pas vu son deck, et tu vois que le mec, il joue le démo, t'es là, tu fais ok, puis derrière il joue un hunt, il joue un chaman, et il joue je sais pas, il joue un prêtre, t'es là genre, ok merde, c'est quoi sa visée? Qu'est-ce qu'il joue? Comment il faut que je joue mes match-up? Là, le problème, c'est que maintenant, comme tu vois tout. C'est vraiment là le problème, ouais. C'est qu'en fait, t'arrives dans le BO et en fait, même si t'as pas eu le temps de tout tester, tu sais ce que le mec cherche à faire. En fait, tu sais, dans tes 4 decks, celui-là c'est ma faiblesse, celui-là c'est ma force.
donc tu peux te mettre dans une situation où tu protèges ta faiblesse, donc tu sais ce que ces decks vont faire, donc tu connais les match-ups. Enfin, en fait, c'est à ce niveau-là de Hearthstone, même sans regarder les listes, quand t'as le nom des 4 archétypes, tu sais ce que le mec veut faire. Tu le sais déjà. Et du coup, eh ben, à ce niveau-là, ça leur prend à tout péter 15 minutes. Ça prend 15 minutes d'élaborer une stratégie dans laquelle tu protèges le target de l'adversaire et tu mets en valeur ce contre quoi il veut perdre. Mais c'est ça, et puis le gros souci en plus, c'est que ils peuvent pas t'interdire de regarder les listes au moment du match en fait. Et, enfin, ailleurs Si, que le, pendant le match, tu n'as pas le droit. ailleurs que pendant le match. Mais quand tu sais ton adversaire, bah tu peux pas interdire. Le problème, c'est à partir du moment où le match est lancé que t'as plus le droit de regarder les listes. Oui, et puis maintenant, on vit dans un monde de technologie, etc. Voilà. Alors, et si tu sais pas, tu sors ton téléphone et tu demandes à un pote. Bah, tu sors ton téléphone, tu les as toutes enregistrées, ou tu vois ton truc, tu vas sur Hearthstone Top Decks, ils les ont toutes mis. Au-delà tu de vas ça, voir, Olivier, c'est surtout que tu peux en parler avec quelqu'un entre les matchs. Oui. Donc voilà, il y a peut-être trop d'automatisme, et peut-être que cet automatisme permet pas de faire la différence. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là, effectivement. Mais voilà, on espère que... Peut-être que oui, que le niveau le plus haut du jeu a le même problème que le niveau le plus bas, c'est que le niveau n'a pas d'importance. Voilà. Et après, je vais finir sur le dernier truc. Voilà, on a fait un truc gentil en disant que c'était pas leur faute. Allez, je vais me mouiller, hein, parce que voilà, comme ça... On n'a pas fait un truc gentil en disant que c'était pas leur faute. On a fait un truc en disant c'est possible. Oui, que ce soit pas leur faute, parce que à un moment il faut quand même qu'on soit un minimum impartial et que le but des podcasts c'est pas juste de déballer ce qu'on a envie de déballer et d'être le viewer lambda avec son popcorn. Non, c'est ça, on n'est pas des inquisiteurs, on n'est pas là pour ça. On maintient le fait que on perdrait probablement un BO contre n'importe lequel des 11 français au prélim. Mais 100%. Mais le truc c'est que à part s'il y a Chouette et Doomguard, mais par contre c'est sûr, on peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on essaie d'analyser d'un point de vue extérieur et en étant le plus neutre et justement à sortir, parce que on va pas le cacher, parmi ces joueurs, que ce soit toi avec Trek ou moi aussi avec Trek, que ce soit d'autres personnes, etc. Il y a des gens auxquels on est attaché, avec qui on est potes. Moi, le groupe Manticore, Trek, Kala, Six Blaze, j'ai passé 10 jours avec eux à les aider à se préparer, etc. Et moi, j'ai vécu un petit peu le tournoi avec eux, à leur demander les scores, à leur demander où ça en était, etc. Enfin, c'est des gens, honnêtement, s'il y en a un des 3 qui faisait top 4, bon, peut-être X-Blaze un petit peu moins parce qu'il a rejoint Manticore dernièrement, mais genre Trek et Kalas, ça fait presque 8 mois que je bosse avec eux, quasiment tous les jours. Genre, honnêtement, il y a moyen que s'il y en a un d'eux qui faisait top 4, ils me mettaient les larmes aux yeux. Et ça, même pour moi, il l'avait pas eu. Alors, vous vous rendez compte ? T'as jamais fait top 4 ? Si, à la DreamHack. C'était pas à des prélims, oui, mais d'accord. J'étais déjà occupé à faire mon top 4 à moi, ce tournoi-là. Tu prends ton tournoi, merde. Non, mais le dernier truc, peut-être qu'en France, on a un gros pool de tryharders. Parce que si on en qualifie 11, c'est parce qu'on a des mecs qui sont ultra actifs, on a des mecs qui sont partis partout, qui ont fait... Vous pouvez être aussi bon que vous voulez, si vous ne jouez pas à Hearthstone 5 heures par jour de moyenne, vous n'irez pas au prélim. Voilà. Ça, il faut se le mettre dans la tête. On a vraiment des mecs qui sont capables de faire des gros trucs de ladder, de bosser leur race, de jouer, d'aller à droite, d'aller à gauche, qui ont les moyens, parce qu'ils ont une grosse télé, une grosse équipe, qui sont capables de faire plein de trucs, et peut-être que l'environnement de Hearthstone en France, les télés qui marchent très bien, Vitality qui a beaucoup d'argent, par exemple, Ares, l'argent du Qatar. Non, clairement. Alors, non, mais c'est pas l'argent du Qatar, c'est l'argent du football. Oui. Voilà. Le fait qu'on ait tellement de joueurs qui soient dans des bonnes conditions et qui aient le bon mindset, peut-être que ça nous trompe sur le niveau réel. Peut-être qu'on s'est vu trop beau. Parce qu'en fait, c'est toutes ces conditions-là qui fait qu'on a plus de tryharders, des gars qui ont plus de chances d'aller récupérer des points à droite à gauche, et que le fait d'avoir toutes ces chances, on a plus de joueurs qui sont qualifiés, mais qu'au final peut-être que la qualité est pas forcément plus élevée. Mais peut-être en fait qu'il faudrait garder le système qui permet de les qualifier, parce qu'on arrive à en qualifier plus que les autres, donc c'est qu'on a un bon système pour les mettre dans cette situation, mais peut-être que les mecs qualifiés, quand ils savent qu'ils sont qualifiés, ils partent 2 semaines ailleurs. Ouais, peut-être qu'il faut trouver... Peut-être qu'il faut les sortir de la bulle française. Ouais. Pendant 2 semaines avant le tournoi pour les préparer et trouver quelque chose. On va pas le citer de nom, mais on en connaît des joueurs internationaux qui voulaient pas s'entraîner avec des Français.
qui préféraient trouver des joueurs ailleurs, et les Français, voilà, ils en voulaient pas. Soit peut-être parce qu'il y a un problème de communication, ou parce qu'il leur donne pas de valeur. Voilà. Bon, on va clore le débat. On va finir sur une note joyeuse, parce que c'est une vraie note joyeuse. C'est le premier tournoi HCT de l'histoire où il n'y a eu aucun problème d'organisation. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est le putain de big up. Enfin. En fait, c'était leur dernière chance dans ce sens-là. Ils n'auraient pas annulé tout ni rien, mais il y a eu des problèmes avec les online. Il y a eu des problèmes avec du offline. Il y a eu des histoires de triche l'année dernière. Il y a eu plein de choses. Et Blizzard a dit, pour les playoffs, on réduit les meltdowns, on vous donne tous 1000 balles pour que vous soyez sûr d'y aller, que vous payez l'hôtel, etc. Vous allez être bien. Ils les ont mis bien. C'est la première fois où à la fin du tournoi, il n'y a pas un seul tweet d'un mec qui est pas content. Ouais, il y a eu des mecs pas contents sur les points pour se qualifier. Mais oui, le tournoi, il y avait combien d'endroits? Parce que je sais que tous les Français sont partis en Italie, je crois. Il y avait Milan, il y avait un en Russie, un en Pays-Bas. Faudrait regarder. Là, comme ça, je sais plus. Il y en avait beaucoup moins que d'habitude. Oui, il y en avait maximum 7 ou 8. Et je crois que dans chacun des trucs, il y avait au moins une personne qui était accréditée par Blizzard pour gérer. Oui. Donc on n'a pas eu les problèmes de la Russie qui a des problèmes de connexion comme d'habitude. Et ça, c'est beau. Malgré tout, franchement, Blizzard, vous pourriez en mettre un en France. Bah, ils ont mis Milan, ça va. Si vous nous écoutez, voilà. Hein, bah ouais, mais Milan, c'est pas en France. Non, Milan, c'est pas en France, mais bon, c'est la raison pour laquelle ils ont mis 1000 $ de base à tout le monde. Oui, mais pour eux, ce serait voilà, le fait que t'aies énormément de qualifiés en France et que c'était prévisible. Et mais ça a été dit avant, en fait. Ils les ont décidé avant que de savoir cette info-là. Bah là, sur le deuxième, ça peut être prévisible. Ils pourraient peut-être mettre un endroit de plus en France. Surtout qu'en France, envoyer un mec de Blizzard Versailles pour gérer le truc et être sûr qu'il n'y a pas de problème, ça me semble pas très complexe. Voilà. Allô? Oui. J'ai eu un gros silence sur mon casque. Donc voilà, c'est HCT. Franchement, allez voir les matchs, parce que franchement, ça jouait bien. Rien de fou, mais solide. Semaine prochaine, c'est quoi? C'est US dont... non, c'est pas les US, c'est l'Amérique. Oui, l'Amérique, c'est vrai. Bah, tu vas voir quand ça va être un grand Colombien qui va mettre des grands 3-0 à tout le monde, tu vas moins rigoler avec ton US. Bah surtout qu'en général, y a toujours Purple qui va au bout. Non, pas toujours. En général, il aime bien le suspense, il attend les derniers. L'année dernière, au Winter, il a rien fait. C'est vrai. Mais écoute, là, on lui souhaite qu'il fasse mieux. On verra. Souvent, les Amériques, on dit que c'est un peu plus YOLO que les Europes. Alors, à savoir un truc, c'est que l'année dernière, souvent, les Amériques jouaient avant les Europes. Là, ils jouent après. Oui. Et ça, c'est très très important. Et ils ont dû donner leur decklist après. Ça aussi, c'est très bizarre. Si tu fais un truc qui est t'es censé la donner avant tout le monde, parce que sinon, ça impacte le méta d'une manière pas cool, à mon avis, mais bon, bref. Bref. Dernier sujet. Rapide. Rapport avec ce HCT. Ce HCT a vu la naissance d'une nouvelle chaîne de télé. Oui. C'est la chaîne Playerstone France. Voilà, tout simplement. Et alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que toi, tu as des infos comment ça s'est passé pour l'ouverture de cette chaîne? Est-ce que tu as un peu la chaîne sur Twitch et voilà. Non, mais est-ce que tu as un peu des insides sur comment il y a eu des tractations, etc. Car cette chaîne, ils l'ont annoncé quand? Ils l'ont annoncé très tard. Oui. Moi, je dois avouer, j'étais déjà prêt à regarder mes playoffs sur Arma Team. Alors moi non. Moi je regarde en anglais, mais. Oui, moi aussi, mais pour l'histoire, c'était mieux que je le regarde sur Arma Team. Bah moi aussi, alors je vais la regarder sur Arma. Voilà. Et du coup, paf, Hearthstone qui annonce leur propre chaîne. Et alors, deuxième truc un peu zarbos, c'est qu'on a des casteurs de Gamers Origin, en veux-tu, en voilà. 3. Les habituels, hein, les magnifiques Unit, Fichou et Keun.
Bah, Unity et Fichou, c'est normal, c'est les deux grosses têtes d'affiche de Gamers Origin en termes de cast. Et Keun, il s'est motivé, il a montré qu'il était capable, etc. En termes de casting de tournoi, il est très sérieux, donc oui, il a sa place. Il est très très solide. Et l'invité, surprise, mais que moi je trouve totalement value au cast, c'était la meilleure des marmottes. Oui. Commence à être la seule d'ailleurs, de marmotte, maintenant. Oui, ça commence à être The Last Marmotte. On a vu, tout le week-end aussi dans le chat, des appels au boycott et des trucs. Est-ce que tu penses que ça a été mal pris chez Arma Team, cette espèce de squids, un petit peu des droits de ce qui fait le plus de vues en fait? Oui, clairement. Bah, en fait, c'est normal, enfin, je veux dire, c'est normal de mal le prendre en fait. C'est les tournois les plus regardés de l'année. C'est ce qui fait que t'es une chaîne qui est prise au sérieux parce que tu retransmets les plus gros tournois compétitifs. En plus, ils ont 2 joueurs qui y sont. C'est plus étonnant de ne pas le mal le prendre que de mal le prendre. Du coup, on a vu Odemian qui a dit qu'il se prononcerait pas. Alors, moi, il y a un truc sur le moment. C'est en fait, à partir du moment où t'es au prélim, tu te prononces pas. Maintenant que les prélims sont terminés, il parlerait un petit peu que ça m'étonnerait pas. Voilà, parce qu'il a dit si je me prononce, je vais encore me faire bannir. Oui, mais ça, c'était pour la blague. Oui, mais ça voulait dire aussi que ce qu'il allait prononcer, c'était. Oui, mais maintenant, on pourrait aller lui répondre. Maintenant que Ben Brod travaille plus, t'as pas de risque, vas-y. Vas-y. Il y a eu un silence radio sur Twitter total des deux patrons d'Arma Team, Rémi Chanson et Jérémy Amzalag. Oui, mais de toute façon, Arma Team n'a pas vraiment communiqué sur cette chaîne, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de réponses de la population. Je sais pas si c'était de l'Arma Team, du Gamers Origin ou quoi. Sur le tweet d'annonce, il y a eu beaucoup de négatifs qui remontaient. Ouais. Après, honnêtement, je t'ai dit, j'ai pas beaucoup regardé ce week-end parce que j'avais d'autres choses à faire. Et quand j'ai regardé, c'était le stream anglais. Mais j'ai pas l'impression que la chaîne ait fait un flop, la nouvelle. Non, parce que c'était première chaîne FR. Oui, ce qui est logique. 2 cas au-dessus de Arma, qui eux n'ont pas été trop impactés par ça. Franchement, c'était correct. Ça ressemblait beaucoup plus au cast de l'Overwatch League. Qui est aussi. Overwatch League, c'est particulier, c'est des streamers indépendants, mais. Oui, c'est des streamers indépendants, mais bon, là, par rapport à Blizzard, quelque part, Marmot, il est indépendant aussi. Bon, il y en avait 3 de la même structure. Mais il faut avouer que dans la précipitation, Blizzard a pas X millions de choix. Peut-être que voilà, s'ils font un truc, nous on est capable au Gaufre d'y aller et de faire attendez, nous on a casté des trucs bien et tout, on avait plus de télé, mais on est indépendant, on marche bien. Alors, sans vouloir te mentir, je pense pas que Blizzard ait eu le choix parce que, à mon avis, la chaîne s'est pas montée à l'initiative de Blizzard. Hein. Blizzard a accepté l'initiative d'autres, je pense. Tu penses? Parce que c'est une chaîne officielle Blizzard? C'est une chaîne officielle Blizzard, etc. Oui, mais comment tu expliques qu'il n'y ait qu'une française qui se soit montée? Mais comment t'expliques qu'il y a une française? Bah, parce que tu as un énorme pool de viewers en France, et qui sont un pool de viewers qui ne sont pas capables d'écouter de l'anglais. Et t'avais des trucs qui existaient déjà. T'avais Playerstone Russia. Oui. Et Playerstone Korea. Qui étaient déjà montés avant. Et qui étaient des trucs à l'initiative et gérés par Blizzard. Oui. Donc peut-être que c'est juste une comment ça s'appelle, et qu'à côté, voilà, quand tu vois le nombre de viewers que ça fait en Italie ou au Portugal, ils ont peut-être pas besoin d'avoir une chaîne officielle. Ils ont peut-être pas le terreau de viewers et de casters pour avoir une chaîne officielle. Oui, je suis d'accord. Sur les critères, je suis d'accord. Mais le fait qu'en fait, avant, il y avait déjà 2 chaînes, que ça marchait très bien comme ça. Et puis il y a sûrement d'autres comment dire, d'autres raisons qu'on pourra pas évoquer parce que là le but c'est pas d'évoquer des rumeurs et des choses comme ça, on en parle entre nous. Il y a des choses qui se disent
Des Alors, pour relations. le coup, j'en sais rien. Moi-même qui suis chez Gamers Origin, j'en sais rien. Voilà, il y a des choses qui se disent au niveau des relations, tout ça. On n'en parlera pas plus, mais peut-être qu'il y a des raisons, mais moi je vois. Alors, t'es chez Gamers Origin, je sais pas si t'as eu l'info, on t'a dit que eux ils sont allés voir Blizzard, ils leur ont dit on fait une chaîne, on fait ça. Et on met 3 de nos streamers et on rajoute Best Marmotte parce que peut-être que ils ont dit qu'ils voulaient pas que ce soit Gamers Origin bis. Mais moi j'ai l'impression que ce genre de truc qui arrive à être officiel Blizzard, à être sur le launcher, à être sur le machin, à être sur tous les systèmes Blizzard, les tweets, pour savoir comme c'est compliqué, même quand on fait un Make-A-Wish, etc., d'avoir des tweets de Blizzard et tout. Ça me paraît bizarre que ce soit d'autres gens, que ce soit Uni de Marmotte et Keun qui ait pris un verre ensemble au gourou à Paris et qui soit dit vas-y viens on va voir Blizzard, on le monte. Ah non, c'est pas eux qui ont dit viens, on va voir Blizzard en le monde. Ça peut être les dirigeants de Géo ou des choses comme ça. Oui voilà, ça peut être Mais- Guillaume Merlini ou des choses comme ça, mais malgré tout je pense que c'est... Peut-être que l'idée leur a été soufflée, peut-être effectivement, si on parle d'idée soufflée. Oui, après, il y a aussi le fait que pour la chaîne Géo, il faut aussi se dire que c'est pas une très bonne pub parce que du coup, c'est aussi des gros événements et ça ne va pas sur la chaîne Géo directement en fait. Mais c'est pour ça que ça me semble bizarre que ce soit que c'eût été Géo qui en soit à l'initiative en fait. Parce que voilà, disons-le clairement, si quelqu'un leur souffle, c'est la structure des trois streamers principaux. En plus de Marmot. Oui. Bah oui. Mais le problème, c'est que pour eux, c'est pas une très bonne pub. Parce que par contre, la télé Géo, elle a pris cher. Bah oui, du coup, ils ont pas leurs 3 meilleurs streamers et il y a une chaîne entre parenthèses concurrente. Donc là, par contre, pour eux, c'est une très très mauvaise opération. Alors, est-ce que ça voudrait dire que peut-être c'est Arma Team qui a soufflé ça pour que la chaîne Gamers Origin se casse la gueule et que donc après ils récupèrent les bons streamers de Gamers Origin chez eux? Ouais. Là, ça part un petit peu dans la théorie du complot quand même. Non, là, je pense que tu vas trop loin. Après, après, on est dans la stratégie marketing et des choses comme ça. Tu peux aussi te dire que du coup, tu mets les streamers sur une autre chaîne qui vont ramener les gens sur ta chaîne, etc. Enfin, tu peux imaginer plein de choses, mais je sais pas. Voilà, et Armati m'a répondu en faisant une première journée, enfin répondu au niveau de la programmation, en faisant une première journée où ils ont fait un espèce de cast sans le cast. Oui. En gros, ils ont fait du téléfoot. Téléfoot, si vous suivez pas le foot, Du multiplex. c'est une émission de foot dans laquelle ils ont pas le droit des images. Donc ils doivent parler Ils ont le droit, ils mettent des buts. Voilà, ils ont le droit à 10 secondes d'image par match. Donc ils ont 30 secondes, je sais plus. Donc ils doivent parler des matchs sans mettre des images. Mais là, c'était un peu ça, le stream. Le stream d'ailleurs, qui, pour le coup, j'ai regardé un peu, c'était bien mené. Hein, parce que franchement, C'est des bons streamers, chez Arma, ils savent faire. Hein. faire comme ça, c'est quand même bien chaud. Et le lendemain, ils ont fait la Malgache Cup. Ouais. Avec les copains, où ils ont fait un tournoi en face pour gratter les viewers à Stone qui étaient là et qui du coup étaient plus intéressés par à côté. Oui, bah il y a beaucoup de gens qui ont émis le fait d'être déçus par le méta. Et du coup, ils ont proposé un truc un petit peu fun, qui était une alternative. C'était bien, parce que du coup, si tu voulais pas voir du tryhard et que tu t'étais dit, bah, j'ai vu les mêmes decks toute la journée d'hier, j'en ai marre, bah, en termes de stratégie, j'ai trouvé ça bien. Voilà, donc cette chaîne Playerstone, qu'est-ce que ça va cast? À quel point ça va cast? Apparemment, la DreamHack Tour va être castée là-dessus. Je sais pas du tout. De ce que j'ai vu, la DreamHack Tour va être castée là-dessus. Peut-être que tous les prochains events vont être castés là-dessus. Bah, en théorie, tout ce qui est Hearthstone, tout ce qui est tagué HCT devrait aller là-dessus, en théorie. Tout ce qui est tagué HCT. Est-ce qu'ils vont rajouter des streamers demandant à des streamers Arma Team? Peut-être. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont demander à d'autres streamers indépendants? J'en ai aucune idée. Parce que je vois pas grand monde en fait, à part parce qu'on a quand même deux ogres qui font beaucoup en fait. Et c'est vrai que Marmotte c'est le troisième, mais c'est parce que c'est Ex-Arma en fait. Oui. Quelque part. Donc voilà, est-ce qu'ils vont rester comme ça? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va être une fois les gars de Géo? Voilà. À voir, c'est intéressant pour le futur. On est peut-être en train de changer d'air de télé parce que
à quel point ça peut faire du mal aux deux télés de plus avoir les castes des tournois et d'avoir ça sur une télé tierce. Oh, ça peut faire du mal. Hein. Là, on va pas le voir maintenant, mais au bout d'un moment, combien de viewers ça va faire perdre? Il faudra voir. Bon, eh ben, on a fini. Allez. On est bien. Un podcast long, mais on a parlé des trucs cool, beaucoup d'e-sport, beaucoup d'événements autour de ce week-end de HCT. Peut-être que semaine prochaine on recommence pour les US, même si forcément, comme c'est pas des poteaux, comme il n'y a pas de Français, comme c'est pas les joueurs. Moi, pour le coup, j'ai plus de joueurs aux US qu'en Europe. Oui, c'est vrai. T'as des joueurs. Déjà, j'ai Purple. Ouais. Et t'as. Et Gallon. Et Gallon. Oui, mais il y avait 0 Gamers Origin en Europe et il y en a 2 en Amérique. C'est vrai. Oui, mais t'avais des poteaux. Tu vois, t'avais Trey, Calas. Oui, bah du coup, je suis très content. Moi, j'en ai partout. Ça me donne des raisons de regarder tous les. T'en as mais bon, partout. La différence, c'est que bon, Purple et Gallon ont quand même un petit peu plus de chances d'être stream que Calas et Trek. Oui. Et puis. Sans vouloir leur manquer de respect, les gars, je vous kiffe. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Vous retrouvez Den dès mardi ou mercredi pour le point Metagame. Et moi, vous me retrouvez un jour peut-être, on ne sait pas, sur la chaîne de Den sa chambre en train de manger du saucisson. Ah, et bien tu sais quoi, je vais aller m'en chercher un. Et avant ça, on va vous dire au revoir. 2h20 du matin, il va se chercher un saucisson. Le saucisson de 2h du matin, c'est le meilleur avant celui de 3h. Allez. Salut les copains. Salut.